Mon agenda en fait foi. C'est le mercredi après-midi 16 novembre 1887 que mon ami monsieur Sherlock Holmes s'intéressa pour la première fois à l'homme qui vouait aux horloges une haine mortelle. J'ai écrit d'ailleurs que je n'avais guère entendu parler de cette affaire, ces épisodes s'étant déroulés peu après mon mariage. Je suis même allé jusqu'à préciser que ma première visite post-nuptiale à Holmes avait eu lieu en mars de l'année suivante. Mais cette inexactitude me sera, je l'espère, pardonnée. Mes lecteurs savent que ma plume a toujours été guidée par la discrétion plutôt que par le goût du sensationnel. Or, le cas en question était trop délicat pour qu'à l'époque je puisse l'exposer en toute indépendance. J'étais marié depuis quelques semaines quand ma femme fut obligée de quitter Londres pour un règlement en rapport avec Thaddeus Sholto et d'une extrême importance pour notre avenir. Son absence, privant de tout agrément mon nouvel appartement, je réintégrai mon ancien logement de Baker Street. Sherlock Holmes m'accueillit chaleureusement sans me poser de questions ni faire de commentaires. Malheureusement, le lendemain, c'est-à-dire le 16 novembre, débuta sous de fâcheux auspices. Il faisait un froid vif, glacial. Toute la matinée, un brouillard brun-jaune colla aux fenêtres. Lampes à pétrole et à gaz étaient allumées, ainsi qu'un bon feu. À midi passé, la table du petit déjeuner n'était pas encore desservie. Sherlock Holmes était maussade. Je pourrais même dire qu'il avait l'humeur noire, roulé en boule dans son fauteuil, enveloppé dans sa vieille robe de chambre gris souris, une pipe de merisier aux lèvres. Il parcourait les journaux du matin en laissant échapper par intermittence un commentaire sarcastique. « Vous trouvez qu'il manque d'intérêt ?» lui demandai-je. Je commence à craindre, mon cher Watson, que la vie ne soit devenue aussi monotone que fade depuis l'affaire du célèbre Blessington. Et cependant, objectai-je, cette année a été fertile en cas remarquables. Vous êtes intoxiqué, cher ami. Ma parole, Watson, vous ne me semblez guère désigné pour me prêcher là-dessus. Hier soir, après avoir vidé la bouteille de baume que je vous avais fait goûter, vous vous êtes lancé dans une interminable dissertation sur la joie du mariage. Je me demandais si vous vous tairiez un jour. Mon cher Holmes, insinueriez-vous que j'étais intoxiqué par le vin? Mon ami me regarda bizarrement. Peut-être pas par le vin, murmura-t-il pourtant. Il me désigna les journaux. Avez-vous jeté un coup d'œil sur les balivernes dont la presse nous régale? Ma foi non. Ce numéro du British Medical Journal. Bon, interrompit-il. Ici, nous trouvons je ne sais combien de colonnes consacrées à la prochaine saison de course. Pour une raison qui m'échappe, le public anglais s'étonne perpétuellement qu'un cheval puisse courir plus vite qu'un autre. Là, pour la 12e fois, des nihilistes trament un noir complot contre le grand-duc Alexis à Odessa. Enfin, je découvre tout un éditorial qui traite du problème majeur que voici. Les vendeuses de magasins doivent-elles se marier? Je me gardais de lui couper la parole, car sa voix se faisait plus amère, plus cassante. Où est le crime, Watson? Où est l'étrange, le fantastique, avec cette touche d'extravagance sans laquelle tout problème n'est que sable et herbe sèche? Les avons-nous perdus à jamais? Chut! N'avez-vous pas entendu un coup de sonnette? Si, et son auteur doit être bien pressé à en juger par son tintamarre. D'un seul mouvement, nous nous approchâmes de la fenêtre pour regarder dans Baker Street. Le long du trottoir, devant notre porte, une belle voiture fermée était arrêtée. Un cocher en livrée et à chapeau claque venait d'en fermer la portière décorée de la fenêtre M. D'en bas, nous parvint un murmure de voix que suivirent des pas légers et vifs sur notre escalier. La porte de notre salon s'ouvrit toute grande. Je crois que nous fûmes aussi étonnés l'un que l'autre. Notre visiteur était une jeune femme, ou plutôt une jeune fille, car elle ne devait pas avoir beaucoup plus de 18 ans. J'ai rarement vu dans un jeune visage une beauté plus délicate à tant de sensibilité. Ses grands yeux bleus nous considérèrent avec un émoi visible. Une opulente chevelure auburn était rassemblée sous un petit chapeau. Sur sa robe d'après-midi, elle avait passé une veste rouge sombre bordée d'astrachan. D'une main gantée, elle portait une valise avec les initiales CF sur une étiquette collée. De l'autre main, elle comprimait les battements de son cœur. « Oh, je vous en prie, pardonnez-moi cette intrusion » s'écria-t-elle d'une voix haletante, mais grave et mélodieuse. « Lequel d'entre vous est, s'il vous plaît, monsieur Sherlock Holmes ?» Mon compagnon s'inclina. « Je suis Mr. Holmes.
Voici mon ami et confrère, le docteur Watson. Je remercie Dieu de vous avoir trouvé à votre domicile. Ma démarche, notre visiteuse ne put en dire davantage. Elle s'arrêta, rougit, baissa les yeux. Avec une grande gentillesse, Holmes lui prit des mains sa valise et poussa un fauteuil vers la cheminée. Je vous en prie, mademoiselle, veuillez vous asseoir et vous ressaisir, dit-il en posant sa pipe en merisier. Merci, monsieur Holmes, murmura la jeune fille en se laissant tomber sur le siège qu'il lui avait avancé et en lui lançant un regard reconnaissant. On assure, monsieur, que vous pouvez lire dans les cœurs. Pour la poésie, je crois que vous feriez mieux de vous adresser à Watson. Que vous pouvez deviner les secrets de vos clients et même le but de leur démarche avant qu'elle ait prononcé une seule parole. On surestime mes qualités, répondit-il en souriant. En dehors des faits évidents, que vous êtes une demoiselle de compagnie, que vous voyagez rarement, mais que vous venez de rentrer d'un séjour en Suisse, et que votre démarche auprès de moi concerne un homme qui s'est attaché à votre affection, je ne déduis absolument rien. La jeune fille sursauta. Quant à moi, je fus stupéfait. Holmes, m'écriai-je. En voilà trop, comment pouvez-vous savoir tout cela? Oui, comment interrogea en écho la visiteuse. Je le vois, je l'ai observé. La valise qui n'est pas neuve n'est cependant ni usée ni défraîchie par de nombreux voyages. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que l'étiquette collée sur le côté porte le nom de l'hôtel splendide de Grindelwald en Suisse. Mais l'autre point, insistai-je. Les vêtements de cette demoiselle, bien que d'un goût très sûr, ne sont ni neufs ni somptueux. Cependant, elle était descendue au meilleur hôtel de Grindelwald et elle est venue ici dans une voiture de luxe. Puisque ses initiales CF ne concordent pas avec le M de la portière, nous pouvons supposer qu'elle occupe une situation non servile dans une famille riche. Sa jeunesse lui interdit une fonction de gouvernante. Reste l'emploi de demoiselle de compagnie. Quant à l'homme qui s'est attaché son affection, ses rougeurs et ses paupières baissées en sont la preuve. Enfantin, n'est-ce pas? Mais vrai, monsieur Holmes, s'exclama notre visiteuse en joignant les mains. Je m'appelle Celia Forsyth, et depuis plus d'un an, je suis la demoiselle de compagnie de Lady Mayo de Grogston-Lowell, dans le Surrey. Charles. Charles? Ainsi s'appelle le gentleman en question? Sans nous regarder, mademoiselle Forsyth fit oui de la tête. Si j'hésite à vous parler de lui, reprit-elle, c'est parce que j'ai peur que vous ne vous moquiez de moi. Je crains que vous ne me jugiez folle, ou ce qui serait encore pire, que vous ne croyiez que mon pauvre Charles est fou. Que vous croyez que mon pauvre Charles est fou. Et pourquoi croirais-je qu'il est fou, mademoiselle? Monsieur Holmes, il ne peut pas supporter la vue d'une horloge. D'une horloge? Au cours de la dernière quinzaine, monsieur est sans motif explicable, il a démoli 7 horloges, dont 2 en public et sous mes yeux. Sherlock Holmes frotta ses longues mains fines l'une contre l'autre. Continuez, dit-il. Voilà qui est très curieux. Je vous prie de bien vouloir poursuivre votre récit. Je ne sais pas si j'en serai capable, monsieur Holmes, mais j'essaierai. Depuis un an, j'ai été très heureuse auprès de Lady Mayo. Je dois vous dire que mes parents sont morts, mais j'ai reçu une bonne éducation. Et je pouvais présenter des références honorables. Lady Mayo, je dois en convenir, est d'un aspect un peu rébarbatif. Elle appartient à la vieille école. Elle est majestueuse, austère, mais à mon égard, elle s'est révélée la bonté même. En fait, c'est elle qui m'a proposé de m'emmener en vacances en Suisse, car elle pensait que ma solitude à Grogston-Lowell ne serait pas gaie. Dans le train entre Paris et Grindelwald, nous avons fait la connaissance de Charles. Je devrais dire de monsieur Charles Hendon. Holmes s'était enfoncé dans son fauteuil et il rassemblait les extrémités de ses 10 doigts comme cela lui arrivait lorsqu'il était enclin à juger les instructions, à jouer les juges d'instruction. C'était la première fois que vous rencontriez ce gentleman, s'enquit-il. Oh oui, je vois. Et comment avez-vous lié connaissance? Pour une bagatelle, monsieur Holmes. Nous étions tous les 3 seuls dans un compartiment de première classe. Charles a de si bonnes manières, une voix si douce, un sourire si charmant, j'en suis sûr, mais je vous en prie, soyez aussi précise pour les détails de l'affaire. Mademoiselle Forsyth écarquilla ses grands yeux bleus.
Je crois que c'est à cause de la fenêtre, dit-elle. Charles, je veux bien vous dire qu'il a de très beaux yeux, une jolie moustache brune, n'est-ce pas? Charles s'est incliné et a demandé à Lady Mayo la permission de baisser la vitre. Il y a consenti. Elle y a consenti. Quelques instants plus tard, ils bavardaient ensemble comme deux vieux amis. Je vois. Lady Mayo m'a présenté à Charles. Le voyage jusqu'à Grindelwald s'est passé le plus vite et le plus agréablement du monde. Et pourtant, à peine avions-nous pénétré dans le foyer de l'hôtel Splendide que s'est produit le premier de ces chocs qui, depuis, m'ont rendue si malheureuse. En dépit de son nom, l'hôtel est assez petit mais charmant. Je devinai tout de suite que M. Hendon était un personnage important. Bien qu'il se fût dépeint comme un gentleman voyageant avec un valet de chambre pour tout de suite, le directeur de l'hôtel, M. Branger, vint au-devant de nous et salua cérémonieusement Lady Mayo et M. Hendon. M. Hendon échangeait à voix basse quelques mots avec M. Branger, et le directeur répondit par un nouveau salut respectueux. Sur ces entrefaites, Charles fit demi-tour en souriant, et tout à coup son attitude se métamorphosa. Je le vois encore debout, vêtu d'un long pardessus et coiffé d'un haut de forme, portant sous le bras une lourde canne de promenade. Il s'était tourné vers un demi-cercle de plantes vertes et de fougères qui entouraient une cheminée dont la table supportait une horloge suisse d'une facture exquise. Jusque-là, je n'avais pas remarqué cette horloge. Mais Charles, poussant un cri étouffé, se précipita vers la cheminée. Il leva sa lourde canne et l'abattit sur la coupole de l'horloge. Il lui asséna de tels coups qu'elle tomba en 1000 morceaux sur le foyer. Il fit alors un nouveau demi-tour et s'avança lentement vers M. Branger. Sans un mot d'explication, il tira son portefeuille, remit au directeur de l'hôtel un billet de banque qui devait représenter au moins 10 fois la valeur de l'horloge, et d'un ton badin se mit à parler d'autre chose. Vous devinez, monsieur Holmes, que nous en étions abasourdis. Je crois que Lady Mayo, en dépit de toute sa dignité apparente, était effrayée. Et pourtant, je jure que Charles n'avait pas été effrayant. Il avait été tout bonnement furieux et résolu. À ce moment, j'aperçus le domestique de Charles. Il se tenait derrière avec les bagages. Imaginez un homme petit, fluet, avec des favoris en côtelettes. Il avait l'air gêné, et bien que cela me fende le cœur de prononcer ce mot, profondément honteux. L'incendie fut bientôt oublié et l'on n'en parla plus. L'incident fut bientôt oublié et l'on n'en parla plus. Pendant 2 jours, Charles afficha sa sérénité habituelle, mais au matin du 3e jour, quand nous le rencontrâmes dans la salle à manger pour le petit déjeuner, il recommença. Au déjeuner de la salle à manger pendaient de lourds rideaux. Ceux-ci étaient partiellement tirés pour nous protéger de la réverbération du soleil sur la neige fraîche. De nombreux touristes étaient en train de prendre leur petit déjeuner. Je m'aperçus que Charles, qui rentrait d'une promenade matinale, tenait à la main sa lourde canne. Allez, respirez cet air, madame, dit-il gaiement à Lady Mayo. Vous le trouverez plus fortifiant que n'importe quel aliment, n'importe quelle boisson. Sur ces mots, il lança un regard en direction de l'une des fenêtres. Alors il prit son élan pour frapper de toutes ses forces sur un rideau. Il écarta ensuite une grosse horloge en forme de soleil, souriant, gisait en miettes. Une grosse horloge de soleil souriant. Bon, gisait en miettes. Bon. Pas compris là. Je pense que je me serais évanoui si Lady Mayo ne m'avait pas saisi par le bras. Mademoiselle Forsyth, qui avait retiré ses gants, plaqua ses mains sur ses joues. Mais Charles ne se contente pas de briser des horloges, poursuivit-elle. Il les enterre dans la neige ou même les cache dans l'armoire de sa chambre. Sherlock Holmes, qui avait les yeux fermés, qui avait fermé les yeux, releva une paupière. Dans l'armoire, s'exclama-t-il en fronçant les sourcils. Voilà qui est vraiment bizarre. Comment l'avez-vous appris? À ma grande honte, monsieur Holmes, j'ai été réduit à interroger son valet de chambre. À votre grande honte? Je n'avais absolument pas le droit de le faire, étant donné mon humble condition. Charles ne m'aurait jamais, enfin ne comptons pas pour lui, je n'avais aucun droit. Vous aviez tous les droits, mademoiselle Forsyth, répondit Holmes si gentiment.
Donc vous avez interrogé le valet de chambre que vous m'avez dépeint comme un petit homme fluet, avec des côtelettes. Son nom? Il s'appelle, je crois, Tripley. Plus d'une fois, Charles l'a appelé devant moi Trep. Et je vous jure, monsieur Holmes, il n'y a pas sur la terre d'être plus loyal et plus dévoué. Rien que de voir sa tête résolue d'anglais, j'étais rassuré. Il connaissait, il sentait, il devinait mon intérêt pour son maître. Et il m'a dit que Charles avait enterré ou caché 5 autres horloges. Il ne voulait pas me l'avouer, mais je voyais bien qu'il partageait mes appréhensions. Et pourtant, Charles n'est pas fou. Non, il ne l'est pas. Il faut que vous l'admettiez, que vous en soyez bien persuadé avant que je vous conte le dernier épisode. Lequel? Il s'est produit il y a 4 jours seulement. Apprenez d'abord que l'appartement de Lady Mayo comportait un petit salon avec un piano. J'aime passionnément la musique et j'avais l'habitude de jouer après le thé pour Lady Mayo et pour Charles. Je venais de commencer un morceau quand un domestique de l'hôtel est entré pour me remettre une lettre à Charles. Pour remettre une lettre à Charles. Un instant. Avez-vous remarqué le timbre? Oui, c'était un timbre étranger. Mademoiselle Forsyth avait paru surprise de la question. Mais ce détail n'a certainement aucune importance puisque moi quoi? Manifestement, notre cliente était décontenancée. Mais comme pour balayer toute perplexité, elle reprit en hâte le cours de son récit. Charles déchira l'enveloppe, lut la lettre et devint pâle comme un mort. Il poussa une exclamation incohérente et sortit en courant. Quand une demi-heure plus tard nous descendîmes, ce fut pour apprendre qu'il était parti avec Tripley et ses bagages. Il n'avait laissé aucun message, il ne nous a pas écrit un mot, je ne l'ai plus revu depuis. Celia Forsyth baissa la tête, des larmes brillèrent dans ses yeux. Maintenant, monsieur Holmes, j'ai été tout à fait sincère et franche envers vous. Je vous demande d'être envers moi aussi franc, aussi sincère. Que lui avez-vous écrit dans cette lettre? Quoi? La question était tellement imprévue. Bah oui, la question imprévue, là. Que je me reculais de ma chaise. Le visage de Sherlock Holmes demeura totalement dépourvu d'expression. Ses longs doigts nerveux allèrent chercher du tabac dans sa pantoufle persane et il bourra une pipe en terre. Dans la lettre, dites-vous répéta-t-il d'une voix neutre plutôt qu'interrogative. Oui, vous avez écrit cette lettre. J'ai lu votre signature, voilà pourquoi je suis venu ici. Mon Dieu, soupira Holmes. Il garda le silence pendant plusieurs minutes. Enveloppé de boucles de fumée bleue, il fixait de ses yeux vides l'horloge posée sur la cheminée. Dans certains cas, mademoiselle Forsyth, dit-il enfin, il ne faut pas répondre à la légère. J'ai encore une question à vous poser, une seule question. Laquelle, monsieur Holmes? Est-ce que Lady Mayo a conservé son amitié à monsieur Charles Hendon? Oh oui. Elle lui était devenue très attachée. À plusieurs reprises, je l'ai entendu qu'il l'appelait Alec, sans doute un surnom qu'elle lui donnait. Mademoiselle Forsyth fit une pause, le doute et même un léger soupçon envahirent ses traits. Mais qu'entendez-vous par une pareille question? Holmes se leva. Simplement, mademoiselle, que je serais heureux d'approfondir cette affaire pour votre compte. Vous rentrez ce soir à Groxton Low Hall, n'est-ce pas? Oui, mais vous avez bien d'autres choses à me dire. Vous n'avez pas répondu à une seule de mes questions. Allons, j'ai mes méthodes, comme Watson peut vous le certifier, mais si cela ne vous dérangeait pas, vous pourriez venir, disons, dans 8 jours exactement, à 9 heures du soir, merci. J'espère avoir du neuf pour vous à ce moment-là. Hop. C'était une manière de congédiement. Mademoiselle Forsyth se leva à son tour, et elle nous regarda d'un air si piteux que j'éprouvai le besoin de lui adresser une phrase de consolation.
Ne vous tourmentez pas, mademoiselle, m'écriai-je en lui serrant une main. Vous pouvez avoir toute confiance en mon ami monsieur Holmes, et si j'ose dire, en moi aussi. Je fus récompensé par le sourire gracieux et reconnaissant qu'elle m'adressa. Quand la porte se referma derrière elle, je me tournai vers mon compagnon, non sans quelque sévérité. J'ai l'impression, Holmes, que vous auriez pu témoigner un peu plus de sympathie à cette jeune fille. Oh, le vent souffle donc de ce côté, Watson. Holmes, vous devrez avoir honte, m'exclamai-je en me jetant sur un fauteuil. L'affaire est banale, probablement. Mais ce que je ne parviens pas à m'expliquer, c'est la raison qui vous a fait écrire une lettre à ce fou. Holmes se pencha vers moi et posa son index sur mon genou. Watson, je n'ai pas écrit de lettre. Comment? Ce n'est pas la première fois que d'autres se servent de mon nom. Il y a de la diablerie là-dessous, Watson, ou je me trompe fort. Vous prenez donc l'affaire au sérieux. Tellement au sérieux que je pars dès ce soir pour le continent. Pour le continent? Pour la Suisse? Mais non, pas pour la Suisse. Qu'est-ce que je vais faire en Suisse? Notre piste s'étend beaucoup plus loin. Alors où allez-vous? Vous me le demandez? Mon cher Holmes, vous détenez presque tous les faits, et comme j'en ai informé mademoiselle Forsyth, vous connaissez mes méthodes. Utilisez-les, Watson, utilisez-les. Déjà, les premiers lampadaires scintillaient dans le brouillard de Baker Street quand mon ami eut achevé ses préparatifs. Il s'arrêta sur le seuil de notre porte, coiffé d'une casquette de voyage, revêtu d'une longue cape d'Iverness. Il posa sa valise et me dévisagea avec une intensité particulière. Un dernier mot, Watson, puisque vous ne semblez pas visité par la lumière. Je voudrais vous rappeler que M. Charles Hendon ne peut pas supporter, mais je le sais, il ne peut pas supporter la vue des horloges. Holmes hocha la tête. Pas nécessairement, dit-il. Je voudrais attirer votre attention sur les 5 autres horloges dont a parlé le valet de chambre, et que M. Charles Hendon n'a pas pulvérisé. Voilà pourquoi j'ai attiré votre attention de ce côté, à 9 heures dans 8 jours, Watson. Je restai seul. Pendant la mortelle semaine qui suivit, je m'occupais du mieux que je le pus, je jouais au billard avec Thurston, je fumais de nombreuses pipes de tabac de marin, je repassais dans ma tête les renseignements relatifs à M. Charles Hendon. On n'a pas été l'associé de Holmes pendant quelques années sans acquérir une vivacité de réflexion supérieure à la moyenne. Il me sembla évident qu'un danger sinistre menaçait la pauvre mademoiselle Forsyth, et je n'accordais qu'une confiance relative au trop beau Charles Hendon et à l'énigmatique Lady Mayo. Le mercredi 23 novembre, ma femme rentra à Londres et m'annonça la bonne nouvelle que notre avenir financier se présentait sous des auspices favorables et que je pourrais bientôt acheter une petite clientèle. Son retour fut une douce joie. Le soir, tandis que nous étions assis la main dans la main devant le feu, je lui touchai 2 mots du problème qui me tenait à cœur. Je lui décrivis mademoiselle Forsyth, sa jeunesse, sa beauté, sa finesse. Ma femme ne me répondit rien. Elle considérait les flammes d'un air pensif. Big Ben, dans le lointain, sonna 8h30 et je bondis. « Mon Dieu, Marie !» m'écriai-je. « J'allais tout oublier. » Oublier quoi? J'avais promis à Holmes d'être à 9 heures à Baker Street. Mademoiselle Forsyth y sera également. Ma femme retira de sa main. Dans ce cas, dit-elle avec une froideur qui me surprit, vous feriez mieux de partir tout de suite. Les affaires de M. Sherlock Holmes présentent toujours pour vous tant d'intérêt. Embarrassé et mal à l'aise, je pris mon chapeau et sortis. La nuit était froide, était très froide. Il n'y avait pas de brouillard, mais les rues étaient couvertes d'une neige boueuse. Un fiacre me mena à Baker Street. Frémissant d'impatience, je constatai que Holmes était revenu. Les fenêtres étaient allumées, et j'aperçus sa longue silhouette mince qui passait et repassait derrière les stores. Ah, j'ai pas mes lunettes. Possédant une clé de la maison, j'ouvris la porte d'entrée, gravis rapidement l'escalier et pénétrai dans le petit salon.
Holmes venait de rentrer car sa cape, sa casquette et sa valise se trouvaient éparpillées dans la pièce. Son voyage ne lui avait pas appris l'ordre. Il était devant son bureau et me tournait le dos pour dépouiller sous l'abat-jour vert de la lampe la volumineuse correspondance qui l'attendait. Il se retourna, quand il me vit, il parut déçu. « Ah, Watson, c'est vous !» J'espérais en la visite de mademoiselle Forsyth. Elle est en retard. Par le ciel, Holmes, si ces coquins ont fait du mal à la jeune demoiselle, je vous jure que je leur ferai payer. Quel coquin! Je pensais à monsieur Charles Hendon et aussi, bien que je n'aime guère user de ce terme pour une femme, à Lady Mayo. Les traits aigus, passionnés de son visage, se détendirent. Brave vieux Watson, dit-il. Toujours prêt à voler au secours d'une dame ou d'une demoiselle en détresse, en concluant l'affaire à l'occasion par un beau gâchis. J'espère donc, répliquai-je avec dignité, que votre propre mission sur le continent a été un grand succès. Touché, Watson. Ayez la bonté de pardonner à mes nerfs fatigués. Non, ma mission ne s'est pas soldée par un succès. J'avais cru que je devais me rendre directement dans une certaine ville dont vous découvrirez bientôt le nom. J'y suis allé et j'en suis revenu dans un temps record. Et alors ? Le monsieur Hendon, Watson, est un personnage qui a eu très peur mais qui n'est pas dépourvu d'esprit. À peine avait-il quitté la Suisse qu'il a deviné que la fausse lettre était un piège, mais j'ai perdu sa trace. Où est-il maintenant ? Soyez assez bon, Watson, pour m'expliquer pourquoi vous le traitiez de coquin. Je parlais peut-être dans la chaleur du moment. Cependant, je ne peux m'empêcher de le trouver déplaisant. Pourquoi ? Étant donné la position élevée qu'il occupe sans doute, j'admets chez lui un certain raffinement mondain. Mais il fait trop de saluts et de courbettes, et puis il se livre à des scènes publiques. Enfin, il affecte l'habitude continentale de dire à une Anglaise « Madame » et non « Madame », comme nous autres. Voyons, Holmes, tout cela est contraire à l'esprit anglais. Mon ami me dédia d'un regard vif et bizarre. Il allait me répondre quand nous entendîmes une voiture s'arrêter devant notre porte. Moins d'une minute plus tard, Celia Forsyth apparaissait, suivie d'un homme petit, fluet, dont le visage sévère était coiffé d'un chapeau melon. Comme il portait des côtelettes, je déduisis que c'était Treplay, le valet de chambre. « Salut, Yellow !» Mademoiselle Forsyth avait la figure toute rosie par le froid d'une courte veste de fourrure et un manchon élégant. « Monsieur Holmes, s'écria-t-elle, Charles est en Angleterre. C'est bien ce que je pensais. Et où ? À Grogston-le Hall. J'aurais dû vous envoyer un télégramme, mais Lady Mayo me l'a interdit. Imbécile que je suis, s'exclama Holmes en frappant du poing sur son bureau. Vous m'avez décrit Grogston-le Hall comme isolé, je crois. Watson, voulez-vous avoir l'obligeance de me faire passer la grande carte du Surrey ? Merci. Sa voix avait pris un accent dur, âpre. Qu'est-ce donc ? Que se trame-t-il par là ? Mon cher ami, hasardai-je, pouvez-vous lire de la scélérate sur une carte ? De la scélératesse sur... Cher ami, hasardai-je, pouvez-vous lire de la scélératesse sur une carte ? Une région en pleine campagne, Watson. Des champs, des bois. La gare la plus proche est à 5 bons kilomètres de Grogston-le Hall. Mademoiselle Forsyth, votre responsabilité est grande. La jeune fille recula d'un pas stupéfaite. Ma responsabilité est grande, répéta-t-elle. Mais me croirez-vous, monsieur, si je vous dis qu'un mystère si total m'a presque rendu folle ? Ni Charles ni Lady Mayo ne veulent me dire un mot. D'explication ? Oui. Elle tourna la tête vers le valet de chambre. Charles a envoyé Treplay à Londres pour me remettre une lettre en main propre, et Treplay ne me permet même pas d'en prendre connaissance. Je regrette, mademoiselle, fit le petit bonhomme maussade, mais déférent. Ce sont les ordres. Pour la première fois, je remarquai que Treplay tenait bien serré entre ses mains une enveloppe plate comme s'il redoutait que quelqu'un voulût la lui arracher par surprise. Ses yeux pâles firent lentement le tour de la pièce. Sherlock Holmes s'avança vers lui. « Voulez-vous être assez aimable pour me montrer cette enveloppe ?» lui dit-il.
J'ai souvent observé que les gens stupides sont les plus obstinés dans leur fidélité. Les yeux de Tréplé s'allumèrent d'une lueur de fanatique. Que monsieur m'excuse, mais je ne la montrerai pas à monsieur. J'agirai comme j'en ai reçu l'ordre, advienne que pourra. Je vous assure que ce n'est pas le moment d'hésiter. Je ne veux pas lire la lettre. Je désire simplement voir l'adresse sur l'enveloppe et le cachet qui l'a scellée. Allons vite, il s'agit de l'avis de votre maître. Tréplé demeura indécis, il humecta ses lèvres, puis il se décida de mauvaise grâce à tendre la lettre à Holmes sans en lâcher le coin. Holmes sifflota. Eh bien, fit-il, elle est adressée à un haut personnage, Sir Charles Warren, directeur de la police métropolitaine. Et le cachet, ah, juste ce que je pensais. Vous avez l'ordre de remettre cette lettre immédiatement. Oui, monsieur Holmes. Alors filez. Mais laissez-nous la voiture car nous allons en avoir besoin. Il demeura silencieux tant qu'il entendit dans l'escalier les pas de Tréplé. Mais il retrouva bien vite toute sa fébrilité. Maintenant, Watson, voulez-vous regarder l'heure des trains dans l'indicateur? Êtes-vous armé? J'ai ma canne. Je crains qu'elle ne se révèle pour une fois insuffisante. Il ouvrit le tiroir de gauche dans son bureau. Faites-moi le plaisir de glisser ceci dans votre par-dessus. Un Webley 320 avec des cartouches numéro 2. Celia Forsyth poussa un cri en voyant briller le canon du revolver. Et elle s'appuya contre la cheminée. Monsieur Holmes, commença-t-elle. Puis elle se ravisa. Il y a des trains fréquents pour la gare de Groxton qui est bien, comme vous l'avez dit, à 5 km du château. En réalité, il y en a un toutes les 20 minutes. Très bien. Mais il ne faut pas que nous le prenions. Ne pas le prendre, mademoiselle? Je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais Lady Mayo elle-même désire maintenant votre concours. C'est seulement cet après-midi que je suis parvenu à la convaincre. Lady Mayo demande que nous prenions le train de 10h25, qui est le dernier. Elle nous attendra à la gare de Groxton avec la voiture. Mademoiselle Forsyth se mordit les lèvres. Lady Mayo, toute bonne calée, a un caractère autoritaire. Il ne faut pas que nous manquions ce dernier train. Nous faillîmes le rater. Nous avions oublié que les rues étaient pleines de boue glacée et que les voitures devaient rouler lentement. Nous arrivâmes juste à l'heure à la gare de Waterloo. Pendant que le train s'engageait dans la campagne, Holmes était assis sans mot dire, légèrement penché en avant. Je voyais sous le mauvais éclairage de notre compartiment son profil d'aigle aux lignes fines et aiguës. Dehors, la lune brillait, ronde et froide. Il était près de 11h30 quand nous descendîmes à une petite gare. Tout autour, le village dormait depuis longtemps. Rien ne bougeait. Aucun chien n'aboya. Près de la gare, un landau ouvert attelé de 2 chevaux était immobile. Le cocher se tenait tout droit sur le siège, sans plus remuer qu'une vieille dame trapue assise à l'arrière de la voiture. Bon. Le cocher se tenait tout droit sur le siège, sans plus remuer qu'une vieille dame trapue assise à l'arrière de la voiture et qui nous regarda approcher sans faire un geste. Mademoiselle Forsyth commença à parler, mais la vieille dame, qui était enveloppée de fourrure grise et qui affichait un gros nez indiscret, leva une main pour l'interrompre. « Monsieur Sherlock Holmes, dit-elle d'une voix singulièrement grave et musicale. Et cet autre gentleman, je suppose, est le docteur Watson. Je suis Lady Mayo. » Elle nous dévisagea un instant avec des yeux extrêmement pénétrants. « Je vous en prie, prenez place dans le landau, poursuivit-elle. Vous trouverez des couvertures de fourrure. Je regrette de vous offrir une voiture découverte par une nuit si froide, mais mon cocher a la passion de la vitesse. » Elle désigna le conducteur qui se tenait accroupi, le menton sur les genoux. « Et il a cassé l'essieu de la voiture fermée. Au château, Billings, dépêchez-vous !» Le fouet claqua. Après un désagréable sursaut des roues arrière, la voiture s'élança sur une route étroite bordée d'arbustes squelettiques.
À moi, peu importe, dit Lady Mayo. Hélas, monsieur Holmes, je suis une très vieille femme. Ma jeunesse était une époque où l'on conduisait vite, oui. Et où l'on vivait vite aussi. Était-ce également une époque où l'on mourait vite demanda mon ami. D'une mort, par exemple, comme celle qui pourrait surprendre cette nuit notre jeune ami. Les sabots des chevaux martelaient la route glacée. Je crois, monsieur Sherlock Holmes, répondit-il paisiblement, que nous nous comprenons fort bien, vous et moi. J'en suis sûr, Lady Mayo. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Soyez sans inquiétude, monsieur Holmes. Il est à présent en sécurité. En êtes-vous certaine? J'en suis sûr. Des rondes ont lieu dans le parc de Croxton Hall et la maison est gardée. On ne peut pas commettre d'attentat contre lui. J'ignore si mon explosion fut suscitée par le galop des chevaux, le sifflement du vent à nos oreilles, ou la nature affolante du problème, mais j'explosai néanmoins. Excusez la franchise brutale d'un vieux militaire, m'écriai-je. Mais prenez en pitié cette pauvre jeune fille assise à côté de vous. Qui est monsieur Charles Hendon? Pourquoi fracasse-t-il des horloges? Pour quelle raison sa vie est-elle en danger? Tut, Watson, fit Holmes sur un ton un peu aigre. Vous m'avez tout à l'heure émerveillé en m'énumérant les raisons pour lesquelles monsieur Charles Hendon, comme vous l'appelez, est aussi peu anglais que possible. Eh bien, en quoi cela nous aide-t-il? Parce que le soi-disant Charles Hendon n'est pas anglais, assurément. Pas anglais intervint Celia Forsyth, en levant une main, mais il parle anglais à la perfection. Un soupir mourut dans sa gorge. Trop parfaitement, murmura-t-elle. Ce jeune homme, m'exclamai-je, n'occupe donc pas une position élevée. Au contraire, mon cher ami, votre perspicacité n'est jamais en défaut. Il occupe en vérité une position très élevée. Voyons, nommez-moi une cour impériale de l'Europe. J'ai dit impériale, Watson. Dans laquelle la langue anglaise a pour ainsi dire remplacé la langue locale. Je ne peux pas penser, j'en sais rien. Alors essayez de vous rappeler ce que vous savez. Quelques instants avant la première visite de mademoiselle Forsyth à Baker Street, j'avais lu à haute voix divers entrefilés de la presse du jour qui m'avaient paru suprêmement futiles. Un article annonçait que les nihilistes, cette dangereuse bande d'anarchistes qui voudrait anéantir la Russie impériale, étaient soupçonnés de comploter contre la vie du grand-duc Alexis à Odessa. Le grand-duc Alexis, comprenez-vous? Or, le surnom dont Lady Mayo avait baptisé M. Sherlandon était Alec. M'exclamai-je, c'est Alec. Ce pouvait n'être qu'une vulgaire coïncidence, fit remarquer Holmes en haussant les épaules. Toutefois, si nous réfléchissions et repassons dans notre tête l'histoire récente, nous vous rappelons qu'au cours d'un attentat contre la vie du feu tsar de toutes les Russies qui fut tué en 1881 par l'explosion d'une bombe à la dynamite, le tic-tac de la bombe fut couvert par un piano sur lequel on jouait un morceau. Les bombes à la dynamite, Watson, sont de deux sortes. L'une, dans une gaine de fer et presque légère, peut être enflammée par une mèche courte et lancée. L'autre, également en fer, explose sous l'effet d'un mécanisme d'horlogerie dont seul un tic-tac sonore trahit la présence. Le cocher fouettait ses chevaux. Le paysage s'enfuyait comme un rêve. Holmes et moi étions assis derrière le dos du cocher vis-à-vis de Lady Mayo et de Celia Forsyth. Holmes, mais tout devint aussi clair que du cristal. Voilà la raison pour laquelle le jeune homme ne pouvait pas supporter la vue d'une horloge. Non, Watson, pas la vue. Le tic-tac d'une horloge. Le tic-tac? Mais oui. Quand j'ai voulu vous le dire, votre impatience naturelle m'a interrompu. Lorsqu'il a démoli en public deux horloges, rappelez-vous qu'il ne les avait pas vues. La première, ainsi que mademoiselle Forsyth nous l'a conté, était cachée derrière un écran de plantes vertes. La deuxième, derrière un rideau. Il n'avait entendu que le tic-tac significatif. Il a frappé avant d'avoir pris le temps de réfléchir. Il ne songeait de toute évidence qu'à casser le mécanisme d'horlogerie et à annihiler le déclenchement d'une bombe possible. Mais voyons, protestai-je, ces coups de canne auraient pu tout aussi bien enflammer la bombe et la faire exploser.
Holmes haussa encore une fois les épaules. Qui peut dire qu'il s'agissait d'une vraie bombe? En tout cas, avec une graine de fer, l'explosion était peu probable. Il n'en reste pas moins que dans l'un et l'autre cas, nous avons vu un gentleman très courageux, obsédé et pourchassé, se précipiter et frapper. Il n'y a rien d'étonnant à ce que le souvenir de la mort de son père et la nouvelle que la même bande était sur sa piste les conduit à agir précipitamment. Et ensuite, Sherlock Holmes paraissait mal à l'aise. Je remarquai qu'il lança de fréquents regards vers cette campagne déserte qui dessinait de légères ondulations. Eh bien, reprit-il, étant parvenu à ses conclusions lors de la première visite de mademoiselle Forsyth, il me semblait évident que la fausse lettre était un piège tendu au grand-duc pour le faire venir à Odessa en spéculant sur son cran. Mais comme je vous l'ai dit, il a dû avoir des doutes. Donc il est parti. Pour aller où? En Angleterre, répondis-je. Bien mieux, à Croxton Hall, avec le motif supplémentaire de retrouver une charmante jeune fille que je supplie de sécher ses larmes. Holmes parut furieux. Du moins, pouvais-je penser, me répondit-il, que la balance des probabilités penchait de ce côté. Depuis le début, j'étais certain qu'une dame commune... Depuis le début, j'étais certain qu'une dame comme Lady Mayo n'aurait jamais lié conversation dans un compartiment de chemin de fer avec un jeune homme qui n'aurait pas été, selon les termes dénués, oui, d'artifice, un vieil ami. Je sous-estimais vos qualités, monsieur Sherlock Holmes, déclara sans embâge Lady Mayo, qui caressait la main de Célia. Oui, j'ai connu Alexis alors qu'il était un petit garçon en costume marin à Saint-Pétersbourg. Où votre mari, à ce que j'ai découvert, était premier secrétaire à l'ambassade d'Angleterre, à Odessa. J'ai appris un autre fait très intéressant. Et lequel donc? Le nom du principal agent des nihilistes. Un individu audacieux, déséquilibré, fanatique qui depuis quelque temps est très proche du grand-duc. Impossible, mais exact. Pendant quelques instants, Lady Mayo le regarda. Elle avait perdu sa rigidité apparente. Écoutez-moi, monsieur Holmes. Mon cher Alec a déjà écrit à la police en la personne de Sir Charles Warren, le directeur. Merci, j'ai vu la lettre. J'ai également vu les armes impériales russes sur les cachets. En attendant, reprit-elle, je vous répète que des rondes ont lieu dans le parc, que la maison est gardée, et néanmoins un renard peut échapper au chien. Ce n'est pas seulement une question de garde. En cet instant même, monsieur Holmes, le pauvre Alec est assis dans une pièce aux vieux murs épais, et sa porte est fermée à double tour de l'intérieur. Les fenêtres sont munies de barreaux si serrés que personne ne pourrait y passer une main. La cheminée est ancienne, et elle a une hotte dont l'ouverture est si petite que personne ne pourrait descendre par là. De plus, un feu est allumé. Comment un ennemi pourrait-il se livrer à un attentat? Comment? Murmura Holmes en pianotant avec ses doigts sur son genou. Il est vrai que cette nuit, il doit être en sécurité puisque Lady Mayo esquissa un geste de triomphe. Aucune précaution n'a été négligée, dit-elle. Le toit est lui aussi sous bonne garde. Le valet de chambre d'Alec, Tréplé, après avoir porté la lettre à Londres avec une louable célérité, est rentré par un train qui précédait le vôtre, et il a emprunté un cheval au village. En ce moment, il se trouve sur le toit du château, où il monte une garde vigilante. L'effet de ce petit discours fut prodigieux. Sherlock Holmes sauta sur ses pieds dans le landau et se maintint en équilibre en se tenant à la rampe pour les bagages. Sur le toit, répéta-t-il en écho, sur le toit. Il se retourna et saisit le cocher par les épaules. « Fouettez vos chevaux » cria-t-il. « Pour l'amour de Dieu, fouettez-les. Nous n'avons pas une seconde à perdre. » Le fouet s'abattit sur le cheval de tête. Les bêtes zénirent et prirent le galop. Nous fûmes tous projetés les uns sur les autres. De la confusion surgit la voix pincée de Lady Mayo. « Monsieur Holmes, avez-vous perdu la tête ?»« Vous allez voir si je l'ai perdue, mademoiselle Forsyth. Avez-vous réellement entendu le grand-duc adresser la parole à cet homme en l'appelant Tréplé ?
Moi? Non, balbutia Celia Forsyth, bouleversée. Comme je vous l'ai dit, oh, que Dieu m'aide. Le grand-duc l'appelait Trèbes, j'en ai dit. Vous aviez déduit, mais son véritable nom est Trépoff. Dès votre première description de lui, je savais qu'il était un menteur et un traître. Les arbustes défilaient comme des éclairs, les harnais cliquetaient, nous volions comme le vent. Vous rappelez-vous, reprit Holmes, l'hypocrisie consommée de cet homme quand son maître fracassa la première horloge? Vous avez parlé d'un regard gêné, honteux, n'est-ce pas? Il vous aurait fait prendre M. Charlendon pour un dément. Comment avez-vous appris l'histoire des 5 autres horloges qui est une pure invention? Parce que Treploff vous l'a raconté. Cacher une horloge ou une bombe chargée dans une armoire aurait été en effet de la démence, si le grand-duc Alexis l'avait jamais entendu. Mais Holmes, objectai-je, puisque Treploff est son valet de chambre. Plus vite, cocher, plus vite! Vous disiez, Watson? Treploff doit avoir eu 100 occasions de tuer son maître. Avec un poignard ou un poisson, ou un poison. Sans recourir à cette bombe spectaculaire. Ça commence à être dur, hein. C'est dur, hein. On en est où? Cette arme spectaculaire, comme vous dites, est la marchandise que les révolutionnaires ont en stock. Ils ne se serviront de rien d'autre. Il faut que leurs victimes soient anéanties sous un tas de décombres, sinon le monde ne connaîtrait ni eux ni leur puissance. Mais la lettre à Sir Charles Warren, s'écria Lady Mayo. Treploff l'a sans doute jetée dans le premier égout venu. Ah, je pense que voici Groxton Lowell. Les événements qui se succédèrent au cours de cette nuit m'ont laissé un souvenir assez confus. Je me rappelle une maison longue et basse de l'époque des Jacques, construite en briques rouges avec des fenêtres à meneaux et un toit plat qui semblait courir à notre rencontre au bout d'une aventure de gravier. Les couvertures de fourrure tombèrent de nos épaules. Lady Mayo, profondément agitée, donna de brèves instructions à un groupe de domestiques nerveux. Puisque nous nous précipitâmes, Holmes et moi, à la suite de mademoiselle Forsyth dans une série d'escaliers, depuis le large escalier de nos chaînes couvert d'un tapis jusqu'à plusieurs marches étroites qui ressemblaient à une échelle grimpant vers le toit. Au pied de ces marches, Holmes s'arrêta pour poser ses doigts sur le bras de mademoiselle Forsyth. « Restez ici, ordonna-t-il d'une voix calme. Il mit la main à sa poche et j'entendis un cliquetis métallique. Il était armé, lui aussi. « Venez, Watson, me dit-il. » Je le suivis sur les marches étroites pendant qu'il levait doucement le vasistas qui ouvrait sur le toit. « Pas un bruit sur votre âme, chuchocha-t-il. Tirez si vous l'observez. » Mais comment allons-nous le dénicher? L'air froid nous fouetta à nouveau le visage. Nous rampâmes avec précaution sur le toit plat. Tout autour de nous, il y avait des cheminées, des souches hautes et fantomatiques, des tuyaux noircis par la fumée qui entouraient une grande coupole de plomb, brillant comme de l'argent sous la lune. Tout au bout, là où le fêtage d'un vieux pignon se dressait contre le ciel, une forme noire semblait accroupie au-dessus d'une cheminée. Ah ouais, mais j'ai pas pris mes médicaments aujourd'hui. Ah ouais, bah ouais, c'est pour ça que j'ai du mal. Ah bah ouais. Ah bah j'ai oublié mes médicaments. D'une allumette soufrée jaillit une flamme bleue, puis une lumière jaune suivit, et un instant plus tard, nous entendîmes le sifflement d'une mèche enflammée auquel succéda le bruit d'une chute dans la cheminée. Holmes se rua en avant, contournant les souches et les tuyaux, fonçant vers la silhouette recroquevillée qui, à présent, se détachait de la cheminée. « Tirez, Watson, tirez !» Nos pistolets se vidèrent en même temps. Je vis la figure pâle de Treploff se tourner d'une secousse vers nous, puis au même moment, toute la cheminée se souleva, sauta en l'air comme un pilier solide de feu blanc. Le toit se cabra sous mes pieds, et je sentis vaguement que je roulais au milieu des câbles, tandis que des débris de maçonnerie et des éclats volaient par-dessus ma tête et heurtaient le dôme métallique de la coupole. Holmes se releva péniblement. « Êtes-vous blessé, Watson » bégaya-t-il. « Seulement un peu éventé, répliquai-je. Mais nous avons eu de la chance d'avoir été projetés à terre, autrement... » Je lui désignai les souches fendues,
abîmée qui se dressait autour de nous. Nous n'avions avancé que de quelques mètres à travers une poussière cendreuse quand nous nous heurtâmes à l'homme que nous cherchions. Il répond maintenant de son acte devant un plus grand tribunal, murmura Holmes en regardant le corps déchiqueté qui gisait entre les câbles. Nos coups de feu l'ont fait hésiter l'espace d'une seconde, et il a reçu le souffle de la bombe en haut de la cheminée. Mon ami se détourna. Allons, ajouta-t-il d'une voix amère. Nous avons été trop lents pour sauver notre client, et trop en retard pour le venger par l'intermédiaire de la justice humaine. Donc là, en fait, il est mort le mec alors. Ah, on savait pas. Tout à coup, ses traits s'altérèrent, et il m'empoigna par le bras. Mon Dieu, Watson! Une souche de cheminée nous a sauvé la vie, s'écria-t-il. Mais quel mot a prononcé Lady Mayo? Une hotte? Voilà une hotte! Vite! Il n'y a pas un moment à perdre. Il n'y a pas un moment à perdre. Nous dégringolâmes par le vasistas et par l'escalier jusqu'au palier. Tout au bout, à travers une brume de fumée âcre, nous aperçûmes les débris d'une porte qui avait volé en éclats. Un instant plus tard, nous nous trouvions dans la chambre à coucher du grand-duc. Holmes poussa un gémissement devant le spectacle qui nous attendait. Ce qui avait été une imposante cheminée n'était plus à présent qu'un grand trou déchiqueté sous les restes d'une lourde hotte de pierre. Le feu de la grille avait été projeté dans la pièce, l'air était empuanti par le tapis qui brûlait lentement sous l'action des cendres rouges. Holmes s'élança dans la fumée. Je le vis plonger sous les débris d'un piano. « Vite, Watson !» me cria-t-il. « Il vit encore !» Il n'est pas mort. Là, moi, je ne peux rien faire, mais vous pouvez tout. Il était temps jusqu'à l'aube. Le jeune duc oscilla entre la vie et la mort dans la vieille chambre lambrissée où nous l'avions transporté. Enfin, quand le soleil se leva au-dessus des arbres du parc, je notai avec soulagement que le coma provoqué par le choc cédait la place à un sommeil normal. Il n'y a que des blessures superficielles, déclarai-je, mais la secousse, à elle seule, aurait pu lui être fatale. Maintenant qu'il dort, il vivra. Et sans aucun doute, la présence de mademoiselle Celia Forsyth accélérera son rétablissement. Pour le cas où vous raconteriez cette petite histoire, me dit Holmes un peu plus tard, pendant que nous faisions le tour du jardin qui étincelait sous la beauté fraîche de l'aurore, vous aurez l'honnêteté d'en reporter le crédit à qui de droit. C'est-à-dire vous? Non, Watson. La résistance d'une hotte de cheminée vieille de 200 ans a évité à ce jeune homme d'avoir eu la tête arrachée des épaules, et il est heureux pour le grand-duc Alexis de Russie et pour la réputation de M. Sherlock Holmes de Baker Street, qu'à l'époque du bon roi Jacques, nos ancêtres aient si bien pratiqué l'art de construire. Voilà, donc là c'est fini la première nouvelle des exploits de Sherlock Holmes. L'aventure des 7 horloges. Et c'est pas facile de lire une nouvelle comme ça. 1 heure, hein. Super chrono, 1 heure, hein. 1 heure, super chrono. Super chrono. Très bien. T'avais combien de pages? 40. Ouais, une trentaine quoi, un peu plus de 30. Ce qui est un super score, 1 heure. Hein. On va prendre les médicaments parce que moi j'y arrive pas très bien. Putain, j'ai pas de lunettes par contre. Alors j'ai pas de lunettes. Alors du coup, bah j'y arrive pas à tout lire comme il faut. Ouais. Faut que j'aille chez l'oculiste. Non, chez l'ophtalmo. Chez les gens pour les lunettes quoi. Ouais, nous on va fumer un peu. Bah, s'il y a des gens qui s'intéressent et tout, ils ont qu'à me contacter. Il y a des gens que ça intéresse, Sherlock Holmes. Parce qu'on peut lire la deuxième, mais il faut qu'on me réclame, quoi, tu vois. Même on me paye carrément.
Crado, hein. Crado Poulot. Bah, c'est plutôt pas mal quand même. Ah, quel grand lecteur. Bon, j'ai bien la deuxième. Cette horloge. L'aventure du chasseur d'or. Ça dure longtemps, ça. Ah non, elle est un peu plus courte. Ah, elle est un peu plus courte. On fait une petite pause quand même. Parce qu'il a pas de lunettes et tout, le mec. Et il lit quand même. Juste ça, c'est un exploit quand même. Juste ça, c'est très balèze. Et bah, ouah, putain. Zéro personne. J'ai vu la F2. Tout. Qu'est-ce que le bonhomme, il est parti. J'ai lu tout seul dans le vent alors. 7h30, pourquoi il m'en marque qu'un là? Je sais pas. Je suis en pause. J'ai le bouquin, mais je suis en pause. Puis même, je vais arrêter en fait. Je vais arrêter, je vais publier la vidéo. Enfin, si je peux, quoi, parce qu'avec leurs conneries, maintenant, on n'arrive même plus à publier les vidéos. Enfin bon.